Bonsoir à tous. Voilà, donc le Père Gaspard Craplet, je me réjouis de vous partager ce qui me paraît important à votre âge pour réussir. Voilà, moi je suis diplômé de montagne et lorsqu'on passe le diplôme de montagne, le but c'est non seulement d'arriver au sommet, mais d'arriver vivant au sommet. Et donc il y a des questions de sécurité et pour ça on réfléchit sur la question des risques, on réfléchit. L'aventure de la sainteté, c'est une aventure extraordinaire, mais qui est exigeante. Et si on part en touriste, eh ben, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'arrive pas au sommet. Et moi, je vois souvent des gens sur le parking, ils sont mal équipés, ils me disent « Ah, on va faire tel sommet ». J'ai envie de rigoler. Je les vois comme ça et je vois que c'est mal parti. Voilà. Et encore, tant mieux s'il n'y a pas d'accident, mais ils ne vont pas arriver au sommet. Parce qu'il s'agit quand même d'avoir réfléchi et d'être équipé et de savoir l'itinéraire. Il y a pas mal de choses à savoir si on veut réussir une expédition. Et l'expédition de la vie amoureuse, c'est tellement extraordinaire, ça arrive qu'une fois dans sa vie, ça correspond à toute notre vie, et donc il ne faut pas se planter. Et on peut se planter dans son entreprise, on peut se planter dans sa maison, on peut se planter pour plein de trucs, mais la vie de couple, eh bien, il faut se donner du mal pour pouvoir la réussir. Alors, un point important que j'aime bien dire dès le début, c'est qu'on est fait, mécaniquement, on est fait anthropologiquement, on peut dire. Dieu nous a créés à son image et on est fait pour se donner. Et on est pleinement heureux que si on se donne. Parce que Dieu nous a créés à son image. Il dit « faisons l'homme à notre image ». Ça n'existe pas le nous de majesté en hébreu. Donc notre image, c'est quoi? C'est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père, l'Esprit Saint, c'est le don entre eux. Dieu est don. Et comme on a son image, on est fait pour se donner. Et quand vous voyez Jésus-Christ, qui révèle qui est Dieu, lui aussi s'est donné sur la croix. Donc nous, on est fait pour nous se donner. Donc chacun d'entre vous, vous n'allez réussir votre vie que si vous vous donnez. Si vous êtes tranquille dans un peinard, dans un fauteuil en attendant, vous allez rater votre vie. On est fait pour se donner. Voilà. Et c'est pour ça, moi j'organise plein de camps. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ces camps. Je fais de la pub, ils sont géniaux, très bien, les jeunes sont super contents. Mais on est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus heureux quand on participe comme chef, comme animateur. Parce qu'on se donne. Et un camp, c'est super, mais si on se donne, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que nous, les prêtres, on se réjouit d'avoir cette vocation de se donner. Et que les gens qui se marient, on fait une fête. On ne fait pas « Oh, quelle tristesse, ils se marient, oh la dèche et tout ça ». Non, on se réjouit parce qu'ils se donnent l'un à l'autre. Il y a toujours une fête pour les mariages. Parce qu'on se donne. On voit les gens se donner et on se réjouit. On est fait pour ça. Sauf que voilà. Le péché a fait, Adam et Ève ont péché, ils ont pris du fruit de l'arbre, ils ont pris, et depuis, on est blessé, et on a envie de se prendre les uns les autres. On pense qu'à soi. On est blessé, au lieu d'être tourné vers Dieu, on est tourné vers soi, je prends. Si vous avez déjà vu un enfant, cadeau de Noël, il ouvre ses cadeaux, ah, un cadeau, il est tout content. Son cousin ouvre un cadeau, juste à côté, ah, oh, Dieu, pour moi. La cousine, oh, pour moi. Et en fait, au lieu de se contenter de son cadeau à lui, il veut tous les autres cadeaux. Il est centré sur lui. Et le but de l'éducation, des éducateurs, c'est de faire passer le jeune de « moi, je » pour moi, à quelqu'un de solide qui va se donner. Parce que le jour du mariage, on va être quelqu'un de solide qui va se donner. Et quand vous entendez le jour du mariage, il y a quelque chose de très beau. Je me donne à toi pour toujours, dans le bonheur et les épreuves. C'est génial, se donne. Mais si vous entendez, je te prends pour moi, tant que tu m'apportes quelque chose, là on ne fait pas la fête là. Là on sort direct de l'église, c'est mal barré. Or, quand on passe de enfant à quelqu'un qui est solide pour se donner, il y a toute une phase d'apprentissage au don de soi, qui est rendue difficile par toute la question de l'adolescence et de la découverte de la sexualité. Notre affectivité, notre sexualité, elle est faite pour se donner. Mais c'est un truc difficile à gérer et souvent on s'en sert pour se servir soi-même, pour mon plaisir personnel.
Et on a tendance à vouloir mettre la main sur l'autre. Et ça, c'est le drame. Il y a plein de jeunes, ils ont ce réflexe de se coller en petit couple. Je m'accroche à quelqu'un pour moi. Et ils font ce petit couple. Alors comment ça se fait qu'ils fassent cela? Pour une raison, plusieurs raisons. D'abord, l'égoïsme, ça je vous en ai parlé, et la nostalgie du doudou. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un doudou. C'est sympa un doudou. Alors le garçon, il a la fille contre lui. Ouh, c'est sympa. Le garçon, il a voilà, l'inverse. Attention, le garçon ou la fille, à ce moment-là, est un doudou, tenez-vous bien, qui reste chaud tout le temps. Ouh. Et qui se lave tout seul. Il y a certains garçons qui m'ont dit, pas tous. Bon. Donc le doudou, pour moi. Et vous voyez que là, on se sert de l'autre. Donc chacun se sert de l'autre. Donc c'est pour son confort personnel. Et comme on est hyper sensible à l'adolescence au regard des autres, on pense qu'il y a une chose, c'est le regard des autres. On s'habille avec des trucs de marque. C'est complètement idiot parce que le truc de marque ou pas de marque, c'est pareil. Non, l'autre me regarde, il faut que je sois bien coiffé, il faut que je sois musclé, il faut que je sois joli, il faut que je sois... Bref, toujours le regard des autres en permanence. Et du coup, là, dans la question des relations, il y a aussi une des raisons pour lesquelles on se met en couple, c'est qu'on a tendance à se mettre en couple pour mettre l'autre, montrer que l'autre est à côté de moi et me valoriser grâce à l'autre. Donc le garçon se balade avec une fille et il dit, vous avez vu, prise de guerre, c'est à moi. Donc il est fier et il se dit, moi je suis un vrai mec parce que j'ai une fille. Est-ce qu'il aime la fille? Il aime surtout que la fille soit là, à côté de lui. Le reste, bon, si elle est sympa, tant mieux, hein, et jolie si possible. La fille, pareil, elle a envie d'être aimée, montrer à toutes ses copines, à tout le monde qu'elle est aimée, qu'elle a de la valeur. Rien de mieux pour prouver qu'on a de la valeur que d'avoir un garçon à côté de soi. Regardez, en plus il est grand et beau, et il est là pour moi. Alors en réalité, le garçon est là pour la fille, mais non, le garçon il est là pour qui? Pour lui, il pense à lui. La fille, elle pense à elle. Il y a même des contrats, j'ai acheté une thèse, une dame qui a bossé pendant 6 ans sur les amours adolescentes, elle dit, ce qui est important c'est qu'ils soient d'accord sur le contrat, c'est-à-dire que le garçon est content d'être à côté de la fille est contente d'être à côté du garçon, puis s'aime ou pas, c'est autre chose. Ça, donc, toujours pareil, on est tourné vers soi. Je pense à moi. Alors là, on n'est pas encore mûr. Il va falloir mûrir. Pour mûrir, eh ben, il va falloir du temps. Et l'idée, c'est que peu à peu, on devienne quelqu'un de mûr qui va se donner. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à être quelqu'un de solide qui va se donner? Et c'est pas évident, hein, parce qu'on a tendance à s'accrocher. Quand on s'accroche, on ne mûrit plus. Un peu comme des arbres. Si vous voyez des plantations d'arbres, ils sont plantés au début côte à côte, très proches, mais dès qu'ils grandissent, on coupe une partie des arbres, parce qu'il y a besoin d'espace pour mûrir. Et donc, si on est trop collé, on ne mûrit plus. Voilà, on est accroché, collé. Et pour nous, les prêtres, quelquefois, ça nous fait mal au cœur. On voit les gens collés là, comme ça. Ça ne mûrit pas, il n'y a pas d'air, ça pourrit sur place. Quelquefois, ça nous fait mal au cœur. Et moi, une fois, j'ai une fille qui me dit « Oh, vous êtes un prêtre extraordinaire !» Ils étaient collés tous les deux. « Vous êtes un prêtre extraordinaire, c'est vous qui allez nous marier !» Alors, j'étais jeune prêtre et j'ai fait une erreur grave. J'ai manqué de charité, mais c'est sorti du cœur. J'ai dit « Je ne marie pas n'importe qui. » Elle a eu du mal à le digérer. Mais en même temps, c'était pas complètement faux, quoi. J'avais aucune envie de les marier, quoi. Ça respirait pas du tout, voilà. Alors, comment est-ce que l'idée, c'est qu'on soit comme 2 bâtons. Si jamais vous faites de la montagne, vous avez des bâtons de marche, vous arrivez au sommet, vous avez bourriné pour être le premier au sommet, au lever du soleil, et là, vous transpirez. Vous avez envie de faire sécher votre chemise. 2 solutions. Soit vous mettez les 2 bâtons collés l'un contre l'autre, c'est le plus simple, hein. Posez les 2 bâtons comme ça, et vous mettez votre chemise dessus. Est-ce que ça va tenir? Non, ça ne tient pas. Ce qu'il faut, la technique, c'est que vous plantez bien un bâton, l'autre à distance,
pas collé, mais à côté, vous plantez bien le deuxième bâton, et là, vous pouvez faire sécher votre chemise. Même tout le monde va dire « Ah, je peux aussi faire sécher mon truc, machin. » Alors, parce que c'est solide et ça tient. Eh bien, il s'agit, vous, d'être quelqu'un de solide qui va pouvoir se donner le jour du mariage. Être un bâton bien planté, bien solide. Et c'est ça, ça va être ça le couple. Quand on voit des couples qui sont accrochés comme ça, vous tombez à la mer, tous les deux, vous êtes amoureux, vous tombez à la mer tous les deux, vous voyez les lumières du port, vous êtes là. Il y a deux solutions. Hein. La première solution, à 90%, c'est « Oh !» Chacun regarde l'autre, « Une bouée !» Et je m'accroche. Alors là, ça coule tout de suite. Et c'est comme ça, accroché. Non, il s'agit de dire « On va nager jusqu'au port. » Eh bien pour ça, moi je vais nager, toi tu vas nager. Je fais attention à moi, je vais être quelqu'un de solide. Si jamais tu as une crampe, compte sur moi. Je te remorquerai. Et l'autre fait pareil. Si tu as une crampe, je te remorquerai. Et on s'entraide et on s'encourage. Et on parvient au port. Avec les deux qui se sont accrochés, ils coulent direct. Alors, dans le petit couple, ce qui est dommage, c'est que ça ne coule pas direct. C'est que ça met un peu de temps à couler. Ouais, ça coule sûrement, hein, ça c'est sûr. Parce que ça manque de liberté. On rêve d'avoir de la liberté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà été pénible avec vos parents. Moi, j'ai été un adolescent insupportable. Pour tout simple, j'ai pété plusieurs fois la porte de la maison. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de liberté. Or, le problème des parents, c'est qu'ils nous aiment. Ils nous aiment. Ils nous logent. Ils nous nourrissent. Ils nous habillent. Ils s'occupent des transports. Ils nous donnent des conseils. Arrêtez. Voilà. Donc moi, je me suis barré plusieurs fois. Souvent en me disant que je me barrerais définitivement d'ailleurs. Au bout de 2-3 heures, en général, on réfléchit et on revient. Bon. Parce qu'on a besoin de liberté. Mais si vous vous accrochez l'un à l'autre, c'est sûr, il y en a un des deux. Au bout d'un moment, on n'a pas envie d'être quelqu'un qui s'accroche. Je m'accroche à toi. Au bout d'un moment, on a envie de faire dégage. Voilà. Et ouais, dégage. Donc on n'a pas envie. Et donc quelquefois, nous on voit que ces trucs collés, ça ne va pas. Alors comment ça se fait qu'on se colle? Je vous ai dit, par confort, par à cause du regard extérieur, parce qu'on a envie d'exister, mais aussi en faisant une erreur. Et moi je voudrais vous le dire, franchement, ne faites pas cette erreur. On fait une erreur, on croit qu'en se collant à quelqu'un, on va bien le connaître. Parce qu'évidemment, si on a envie de construire quelque chose, on a envie de connaître la personne. Et on se dit, si on se colle, si on se met ensemble, on se met en couple, enfin toutes les expressions possibles, on pense qu'on va bien se connaître. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'une personne est un être de relation. Comment est-ce qu'on connaît une personne? On connaît une personne dans ses relations. Vous ne pouvez pas connaître une personne juste à deux. Si je prends l'un d'entre vous là, et que j'ai envie de savoir qui est cette personne, si je peux lui faire confiance ou pas, et que moi je prends un temps de discussion, je vais être embobiné. La personne va me montrer le meilleur visage possible. Moi aussi, je vais lui montrer le meilleur visage possible. On n'arrivera pas à... Moi, quand j'organise un camp, que j'ai besoin de capitaine d'équipe, de responsable d'équipe, c'est pour une semaine, je n'ai pas intérêt de me planter. Eh bien, si je passe je sais pas, j'ai passé une demi-heure de voiture depuis la gare et je me dis, on a discuté, donc j'ai un avis. Non, chacun apparaît le meilleur possible. Et donc, il m'embrouille. Non, comment connaître quelqu'un? Dans l'action. C'est ce que dit Aristote. Il dit, pour connaître un ami, savoir ce que vaut un ami, il faut le voir dans ses actions vertueuses, dans le bien qu'il fait. Donc moi, ce que je fais en camp, c'est que je dis, on va commencer par monter la grosse tente là. Hop. Et là, je vois tout de suite comment sont les relations. T'as le mec qui part fumer sa clope, t'as l'autre qui part aux toilettes, t'as la fille qui s'assoit et qui dit, on va discuter tranquille. Et puis tu en as quelques-uns qui quand même prennent des initiatives pour rendre service, etc. Donc là, on voit la personne dans l'action. Donc ça, c'est le premier point. Pour bien connaître quelqu'un, c'est pas dans le face-à-face, où on se trompe l'un l'autre et on donne une mauvaise image de l'autre. Moi, vous voyez sûrement, hein. Moi j'ai eu des amis comme ça, ils étaient collés là. Le gars, il était normal, tu vois, il était sympa avec nous. Quand il est collé, il devient pénible. Il n'est plus lui-même, quoi. Il donne une fausse image. Bon. Donc ça, c'est un mauvais réflexe. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir en tête que non seulement il ne faut pas faire d'erreur et voir l'autre dans la relation, dans ses relations, mais en plus, il faut préserver ce qui est le plus précieux, c'est ma liberté et la liberté de l'autre. Parce qu'au jour où on va se marier, c'est librement qu'on va se donner.
S'il y en a un des deux qui n'est pas libre, le mariage est invalide. Et ça va exploser. S'il y en a deux qui n'est pas libre, à un moment, il va vouloir respirer, il va tout rejeter. Et moi, un jour, je suis allé voir, j'ai vu sur les réseaux sociaux, un gars, il me dit, je cherche un appartement. Je sais qu'il est marié, il a 3 enfants. Donc je me dis, tiens, pourquoi il cherche un appart? Je suis passé près de l'endroit où il habite, je lui ai envoyé un petit SMS, je lui ai dit, je passe te voir. Il me dit, ah, et il m'envoie l'adresse, qui n'est pas la même que celle que je connaissais. Ouais, je suis allé voir, il était dans un petit appart, et il m'a dit, je divorce. Non, on était trop collés dès le début, on était trop collés. Voilà, ils étaient trop collés. À mon avis, il avait tort de divorcer, mais il n'avait pas tort qu'ils étaient trop collés au début. C'est-à-dire que ça manquait de liberté. Ils s'étaient accrochés l'un à l'autre, ou il y en a un qui avait plus s'accrocher que l'autre. Alors comment faire pour respecter sa liberté et respecter la liberté de l'autre? Ce qui est fondamental. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les mariages, vous savez que normalement un militaire, il ne se marie pas avec son sabre. Voilà. Parce que sinon, tu dis oui, et là, il n'y a pas de liberté. Là. Donc, on laisse le sabre et on se marie à main nue. Voilà. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour rester libre? Tout simplement, il s'agit de ne pas accrocher l'autre. Alors, c'est vachement difficile, je vais vous dire. Mais un jeune m'a dit, mais quand on est amoureux, on a envie d'accrocher, quoi. Le gars, il m'a dit, tu sais, vous savez, mon père, une fille bien, ça court pas les rues. Hein. Moi, j'en ai trouvé une, je la lâche plus. Il dit, mais la liberté, elle est où la liberté? Non. Ce qu'il faut, c'est que la fille soit libre et qu'un jour, elle se donne à toi et que toi, tu te donnes à elle. Donc, lâche ton grappin. Et je lui ai dit, pour le consoler, si tu aimes vraiment cette fille, si vraiment tu l'aimes, tu veux son bien, tu veux qu'elle soit heureuse. Donc si elle trouve un mec mieux que toi, tu te réjouis. Alors il m'a dit, non. J'ai fait lire ce passage du livre à un jeune qui avait 19 ans, qui était déjà fiancé. Et lui, il m'a dit, moi je comprends tout à fait ce que vous dites, mon père. Moi ma fiancée, je la laisse libre, parce que je veux qu'elle se donne à moi un jour. Donc j'ai pas intérêt à accrocher. Je veux qu'elle se donne librement. Et d'ailleurs, me dit-il, elle peut bien aller voir un peu partout, elle reviendra vers moi avec la conviction qu'il n'y a pas mieux. Donc, vous voyez, le mec, solide, et pas le gars, je m'accroche. Non mais quelle horreur, et je m'accroche, épouse-moi, et je t'aime, ne lâche pas. Non, nickel. Non, non, on a besoin de se donner l'un l'autre. Alors pour ça, eh bien, il faut respecter la liberté de l'autre. Ça vaut de l'or. Non seulement on respecte la liberté de l'autre, mais aussi, si on respecte bien la liberté de l'autre, on ne s'accroche pas, donc on n'est pas en petit couple, on n'est pas collé, du coup ça ne se voit pas, et du coup on bénéficie de quelque chose qui est très important si on veut trouver la bonne personne à épouser, c'est qu'on va avoir l'avis objectif des autres. Lorsque vous avez un groupe d'amis, ça ne se voit pas de qui est-ce que vous trouvez bien, ça ne se voit pas trop, vous pouvez avoir un avis objectif. Je ne sais pas, vous invitez un groupe d'amis chez vos parents, puis vous dites au moment de la vaisselle, alors maman, ils sont bien mes amis? Puis là vous entendez les commentaires, toujours intéressant. Voilà. Ou le papa, voilà, là vous avez les trucs, ah bah dis donc, lui il est vachement bien, dis donc, bien heureux qu'il aura. Ou bien elle, c'est une perle. Ou bien lui, qu'est-ce qu'il te colle? Oh le mec! Ou bien elle, dis non, tu ne me la ramènes pas comme belle-fille. Oh. Donc mais si vous êtes collé, vous perdez votre liberté intérieure et vous perdez aussi votre liberté extérieure. Extérieurement, les gens ne vous diront jamais la vérité. Extérieurement. Un jour, je vais en stop dans une famille pour aller dîner chez eux. Et puis le stop, ça a ses limites. Ils étaient à un endroit paumé, je finis par m'échouer à un endroit pas trop loin de chez eux. Je passe un petit coup de fil. Il me dit, notre fille aînée vient vous chercher. Très bien. Je vois arriver la voiture de la famille que je connais. Je vois que c'est un mec qui conduit, c'est pas la fille. Puis la fille est à côté. Bon, je monte à l'arrière. Le mec, il conduisait n'importe comment pour être bien vu de la fille. Oh, le mec immature à mort. Alors moi je me dis, faut que je dise quelque chose. Donc en conscience, je décide, dans la voiture, de dire la vérité à cette fille. Une fille bien,
Je me dis, la fille vient, elle ne mérite pas ce mec-là. Bon, je sors de la voiture, elle me dit, mon père, je vous présente mon futur fiancé. J'ai souri comme ça, et j'ai dit, félicitations. Après, ils se sont mariés. Non, mais je pourrais dire, tu vas pas dire, tu peux rien dire. Ici, ils sont ensemble, ils se sont mariés, ça a explosé. Lui, il s'est barré avec une jolie fille plus jeune en laissant sa femme avec 3 enfants. Et tout le monde s'est mis à dire « Ah, je le savais, oui, moi aussi, bah, c'était clair. » J'avais envie de les engueuler. « Tu le savais, t'as rien dit ?» Mais moi, je pouvais rien dire. J'avais rien dit non plus. Bon. Non, mais parce que... Non, mais ça va pas. Donc oui, la liberté extérieure. Et la liberté intérieure, quand on s'est collé, ben, on passe du temps. Et comme on passe du temps, on s'apprécie. Et on s'apprécie. On est capable de supporter des gens insupportables. Hein. Enfin, pas pour toute la vie, hein, c'est ça le problème. Mais un certain temps. On s'apprécie au bout d'un moment quand même. On a passé du temps. Et du coup, on va pas casser, quoi. On va pas se séparer, c'est trop douloureux. On s'aime pas assez pour s'engager, mais on s'aime trop pour se séparer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble en attendant des jours meilleurs. Voilà. Et du coup, on perd complètement. En fait, tout ce temps où on est ensemble collés, on perd sa liberté. On ressemble à quelqu'un qui a construit une baraque. Le mec, il a acheté le terrain en montagne, un chalet, il a acheté les poutres, il est venu, il a construit, il a fait venir tous ses potes, ils ont commencé à construire la maison, ils ont construit les murs, le toit, tout est presque prêt, les copains sont repartis, il y a un orage, et il s'aperçoit qu'il a construit sur de l'argile. Et la pluie qui coule emmène la terre qui est dessous la maison. Il se dit, non, ça va s'écrouler. Et après, il se dit, attends, j'ai acheté le terrain, j'ai amené les poutres, j'ai amené tout le monde. Voilà, j'ai trop investi, quoi. On va pas recommencer. Alors on continue. Et on continue. Alors, et le petit couple, c'est pareil. Il dit, on continue. Donc les observateurs extérieurs sont là. Ça va dans le mur. Mais ils disent rien parce que, voilà. Moi, avec mes copains, il y avait un copain comme ça, ça partait dans le mur. Nous, on disait, quand ils se sont mariés, on voyait bien que ça allait dans le mur, qu'ils n'étaient pas libres, quoi. Si tu veux, ils sont pas libres, ils sont ensemble depuis longtemps. Ça sentait que c'était pas libre, quoi. Du coup, on disait, t'y vas, toi, à l'enterrement? On parlait du mariage, hein. Bon, on leur a rien dit, hein. Bon, de fait, ils se sont mariés, puis ça a explosé aussi, voilà. Bon. Donc, attention à la liberté intérieure, la liberté extérieure. C'est lié les deux. Si jamais on arrive à avoir une belle liberté intérieure, où on respecte la liberté de l'autre, où moi-même je reste libre, solide, je respecte l'autre, ça se voit pas du coup. Du coup, on apprend à bien connaître l'autre, puisqu'on ne montre rien. L'autre, on le voit dans ses actions, on le voit en groupe et tout ça, on le voit dans ses actions. J'ai un groupe des fiancés, là, deux jeunes qui sont mariés maintenant, et 2 jeunes, ils étaient venus à mes camps exprès, je fais des camps pour étudiants, là, mixtes, et ils étaient venus tous les 2 exprès en se disant, comme ça, voilà, ils ne se sont pas trop dit les choses, mais ils se sont dit chacun, si on va voir comme ça, pendant le camp, comment l'autre va réagir. Et on sait qu'avec le père Craplet, c'est des camps vachement durs. Donc ils se sont pris, c'est en Irlande, c'était le pire de mes camps en plus, il pleuvait tout le temps, donc c'était la révolution. Donc chacun a vu comment l'autre réagissait, ils ont vu qu'ils se sont appris à vraiment se connaître dans un groupe. Et du coup, ils se sont mariés, ça fait un couple génial et rayonnant. Si on a mis les grappins dessus comme ça, ça va pas, on se connaît pas bien, les autres vous laissent en groupe, les autres vous laissent ensemble, tout le temps. Et donc, ça se trouve, vous avez la femme de votre vie ou l'homme de votre vie qui est à côté, mais vous êtes là, non, je suis fidèle, un seul, et puis vous vous enfermez dans votre truc, et puis voilà, manque de liberté. Quelle joie, quand il y a une liberté, que les gens se donnent l'un à l'autre, waouh! Et donc pour ça, il faudrait le top du top, si vous êtes vraiment libre, par rapport à vous-même, l'un et l'autre, et par rapport aux autres, c'est de surprendre tout le monde. Et là, vous annoncez, je vais me fiancer. Tout le monde fait, non! Ah bon? Alors, il y a toujours des petits malins. J'en étais sûr, des petits malins, il y en a toujours. Moi, j'ai
un jeune qui a fait plein de camps avec moi, donc il connaît tous les topos par cœur, il saurait faire la fin des phrases, il connaît tout, il a fait 30 camps, donc 30 topos, et il m'annonce ses fiançailles. Et alors je lui demande avec qui, il me dit avec Jeanne. Bon, moi je ne connaissais pas de Jeanne, et j'étais un peu déçu parce que j'organise des week-ends étudiants, tout ça pour qu'il se marie, et il ne connaît pas de Jeanne, donc il allait la chercher je ne sais pas où, je me suis dit c'est un peu dommage, je travaille pour rien. Bon. En plus je m'étais dit aussi j'ai des nièces vachement bien, bon. Le mec étant bien, bon, enfin, il m'annonce ses fiançailles avec Jeanne, et il me dit je vais vous la présenter. Oh, j'ai dit c'est cool ça, présenter, on va aller, il va me la présenter, je suis touché. Je dis on va se faire une petite pizzeria. Il arrive, je le salue, elle avait une capuche, elle enlève sa capuche. Ma nièce, qui s'appelle Maïlis, pas du tout Jeanne. Je dis, alors j'étais trop content, je dis mais c'est pas Jeanne. Ah mon père, liberté, vous avez dit de surprendre. Et ben voilà. Voilà. Rassurez-vous, je me suis confessé d'avoir menti à un ami. Voilà. Et ben ça c'est le top du top. Du coup, moi je peux vous dire, on ne s'est pas contenté d'une pizzeria, hein. Il y avait un bon resto et bon champagne. Voilà. Alors évidemment, on peut se dire, tout ça c'est bien, mais la question des gestes, est-ce qu'une fois qu'on a appris à se connaître dans un grand groupe, le grand groupe, petit groupe, donc là, s'il y avait des enquêteurs, s'il y en a qui font partie des renseignements généraux, qui ont accès au portable, ils font marcher une intelligence artificielle et ils feront, comme par hasard, il y a 2 portables, il y a plein d'activités qui sont faites, puis il y a 2 portables, ils sont un peu toujours aux mêmes activités quand même. Donc là, évidemment, on peut réfléchir, de se dire, il y a quelque chose. Mais sinon, on ne voit rien, on ne voit pas trop. Et finalement, évidemment, quand il y a un moment, on va commencer à se connaître un peu plus. Là, on va passer un peu plus de temps ensemble, mais discrètement, pour respecter la liberté de l'autre, voilà, et pour me respecter ma liberté, et par rapport aux autres autour, que ça ne se voit pas. Alors ça demande un petit peu de technique, hein. C'est jamais trop tard d'ailleurs pour reprendre un peu de liberté. Parce que quelquefois les autres, ils repèrent un peu et vous mettre ensemble. Alors les autres, ils sont des pros de mettre tout le monde ensemble. Ils sont ensemble. J'ai fait une conférence comme ça, donc là il ne faut pas que je refasse la même bêtise, mais il y avait un garçon et une fille qui étaient côte à côte. Alors je vais prendre l'exemple ici, par exemple, et c'était à Lille, et je leur dis, par exemple tous les deux là, les gens ils peuvent dire, ah comme par hasard ils sont tous les deux ensemble, ah ils sont en couple. Ils sont venus me voir après, exactement. On essaye d'être discret, mais on s'est fait repère, et vous n'avez rien arrangé mon père. Bon. Alors, il est toujours possible de redonner le change. Moi, je prends un exemple. Moi, quand je me suis converti, que j'ai commencé vraiment à penser à devenir prêtre, j'étais un peu tout fou. Et donc, par exemple, j'avais une grande chambre à la maison. J'ai donné ma grande chambre à mon petit frère et j'ai pris sa petite chambre à lui. Il était étonné que je devienne si généreux d'un coup. Bon, le grand frère qui devient sympa, c'est étonnant, mais bon. Et puis, j'ai pris sa petite chambre, j'ai tout viré dedans. J'ai laissé un lit, un bureau, un crucifix. Et sur la porte, j'ai mis « Dieu seul suffit ». Alors après, les gens se sont mis à jaser que j'allais devenir prêtre. Je me suis vraiment demandé pourquoi. Puis en réfléchissant, je me suis dit que j'avais peut-être pas été très malin. Alors là, j'ai commencé à donner change, j'ai rajouté d'autres trucs, tout ça. Puis après, j'ai commencé surtout à dire que je voulais gagner du fric. Voilà. Et là, ils se sont dit, lui, il ne va pas devenir prêtre. Bon. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il n'est jamais trop tard pour récupérer la situation, pour vivre dans une liberté, dans la vraie liberté. Alors, les gestes qu'on peut poser quand on est dans cette partie où on est plus à deux, mais en restant dans le secret, les gens ne le voient pas. Parce que les gestes, si vous voulez, c'est comme... Moi, je reçois beaucoup de messages. Alors, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Beaucoup de messages... vous savez, les gens, ils ont des pseudos. Les gens me demandent, c'est quoi votre pseudo? Moi, j'ai pas de pseudo. Moi, c'est Père Gaspard Craplet. J'ai pas besoin de me cacher. Mais les gens, ils ont des trucs bizarres. Et du coup, ça leur permet de m'envoyer des messages. Mon père, on n'ose pas venir voir notre aumônier. Voilà, à propos des gestes. Voilà, nous, c'est très clair. On veut rester chaste jusqu'au mariage, c'est très clair. On est d'accord que pour le petit bisou.
Mais depuis quelque temps, le petit bisou devient un gros bisou, les mains deviennent un petit peu plus baladeuses, voire pour être franc, très baladeuses. En fait, j'ai un message qui est comme ça m'a fait marrer. En fait, mon père, pour être tout à fait franc, nous sommes sur le point de craquer. Vous êtes notre dernière chance. Alors là, tu te dis, bon, là, il faut faire quelque chose. Bon. Alors, les gestes, c'est comme un engrenage à cliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un engrenage à cliquer, c'est clic, mais c'est un engrenage qui va dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça clique, 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 et on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. C'est comme ça un geste. Vous avez posé un geste, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas posé. Vous avez embrassé quelqu'un, le lendemain, vous pouvez dire salut. C'est pour ça que nous, les prêtres, on n'embrasse pas toutes les filles de notre paroisse. Tu vois, parce que si tu commences comme ça, tu ne sais pas comment tu finis. Quoi, tu vois. Donc, tu réfléchis avant, parce qu'un geste posé, tu ne peux pas le reprendre. Juste pour que vous puissiez me conscientiser. Quand vous avez votre meilleur ami, vous avez fait votre meilleur ami, entre meilleurs amis, ça prend du temps de faire un meilleur ami. Hein. C'est pas parce que on a été une fois à côté à la messe qu'on est les meilleurs amis. Hein. Il y a tout un... Ça prend du temps, ce qu'on appelle de l'apprivoisement. Or, vous verrez quand vous aurez mon âge, votre meilleur ami, ou vos meilleurs amis, on en a 2, 3, vous les retrouvez 20 ans après, vous êtes toujours les meilleurs amis. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que tout le temps d'apprivoisement qui a été long, il se retrouve, pouf, il n'y a pas besoin de le refaire. Vous vous retrouvez exactement. Parce que l'apprivoisement a été fait. Et bien là, c'est pareil. Quand vous posez un geste, ben, c'est comme une sorte d'acquis social, quoi. Vous avez posé le geste, ben, la fois d'après, c'est un peu évident qu'on va revenir à ce geste-là. On ne peut pas revenir en arrière. En tout cas, je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais c'est compliqué. Ce qui fait que, ben, c'est pour ça que, en général, normalement, pour un mariage, le garçon qui, comme témoin de mariage, il ne prend pas ses ex-filles, hein, ses copines avec lesquelles il a couché. Ah ouais, chérie, mes témoins de mariage, c'est les filles qui me connaissent le mieux. Hein. Tu as la gueule de ta fiancée. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y en a qui me disent, oh, on allait un peu loin, mais on va faire comme si... comme si que dalle, oui. Tu ne retiens pas en arrière, on ne revient pas. Voilà. Donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir quand on pose un geste, il faut réfléchir avant. Le geste, si on va trop loin, il bouffe notre liberté, parce qu'on a dit plus que ce qu'on voulait dire. Et donc on est moins libre. La fille, elle a posé un geste qui accroche plus le garçon que ce qu'elle voudrait. Le garçon, il a posé un geste qui accroche plus la fille. Et après, on est plus accroché que ce qu'on voudrait. Et on est moins libre et on s'attache. Et ça met le bazar dans la relation. Et on perd notre liberté, ou en tout cas, on la diminue. Ben, c'est trop dommage. Donc, il faut réfléchir avant. On réfléchit avant et on se pose et on se maîtrise et on apprend à se maîtriser. Et on ne pose pas un geste qui ne correspond pas au moment où on en est de la relation. Ça, c'est fondamental. Mais malheureusement, on est pris un peu par la passion, l'enthousiasme, le péché. Oula, le péché. Parce que on a envie de poser un geste. Alors, le garçon, parce qu'il se dit, après tout, elle est jolie, et elle-même, quel dommage de ne pas en profiter. Comment ça? Tu la respectes ou pas? Non, mais je l'aime. Tu l'aimes comme du chocolat ou... Parce que le jour où on s'aperçoit qu'on a été aimé comme du chocolat, c'est-à-dire qu'on a été aimé pour le plaisir de l'autre, pas pour soi, c'est hyper destructeur. Moi, je vois plein de jeunes, ils sont dégoûtés d'une relation soit allée un peu loin, ils n'étaient pas libres et ils sont dégoûtés, ils ont l'impression d'avoir été utilisés, d'avoir été salis, d'avoir été même pour des gestes. Donc ça, ben non, on réfléchit avant. Alors, il y a des filles qui posent des gestes, il y a des garçons qui posent des gestes. C'est pas tout à fait la même proportion. Hein. 80% c'est des garçons. Mon père, je l'aime, c'est normal que je manifeste mon amour. Non, 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 c'est pas normal. Tu sais te tenir et tu respectes sa liberté et donc tu fais très attention à respecter parce qu'un jour tu veux qu'elle se donne librement à toi et donc c'est fragile, tu ne touches pas. Éventuellement la fille, il faut qu'elle puisse dire « bas les pattes ».
Voilà. Il y a un couplet de Fanchon, je ne sais pas si vous connaissez Fanchon, qui dit « Un jour, le cousin de la grenade lui mit la main dans son corset. Elle répondit par un soufflet sur le museau du camarade. » Alors, de temps en temps, la fille, il faut qu'elle dise « Oh !» Et moi, je connais des filles qui disent « Ah non, j'accepte parce que je l'aime, c'est un gars bien. » Alors, premièrement, c'est un gars bien. Si tu lui dis stop, il va te dire « Ah, excuse-moi, merci. » « Ah, mais j'ai peur qu'il aille ailleurs. » S'il va ailleurs, bon débarras. Non, parce que là, voilà. Donc, et la plupart des garçons que je connais, ils sont désolés d'être allés un peu loin, et si une fille leur dit stop, ils font « Ouh, elle est bien celle-là. Oh, oh, oh. Dis donc, c'est carré. » Bon, voilà. Donc, les filles, n'hésitez pas. Et puis, il y a des filles aussi, 20%, qui posent des gestes aussi sur le garçon. Pas 20% des filles, hein, 20% des cas. Toutes les filles, sans doute, mais que dans 20% des situations. Bref, poser un geste sur le garçon. Alors là, c'est un peu moins la convoitise, parce que les filles, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. C'est moins sur le enfin, elles sont tactiles aussi, mais c'est moins sur le je prends, c'est plus sur le cœur, voilà. Donc la fille, elle dit, j'aimerais tellement me l'attacher à moi, et j'ai compris que si je pose certains gestes, je vais l'accrocher un peu plus. Ah non, ça va pas. Préserve sa liberté. Hein? Pose pas des gestes comme ça. Et à propos des gestes, je tiens à vous dire que les gestes déplacés, ça blesse à mort. Nous, les prêtres, on est les premiers à en recevoir, mais je pense qu'il y a plein d'éducateurs, plein de médecins, plein de gens qui reçoivent aussi ces confidences. Des mamans, des papas. Quand un geste est déplacé, eh bien, il blesse profondément, parce qu'on se sent consommé par l'autre. Et on sent, je vais vous dire qu'il ne faut pas grand-chose pour sentir, hein. On sent bien que c'est déplacé, que ça ne va pas. Et ça blesse. Et quand vous faites un geste vraiment, qui est un geste important, qui est déplacé, ça blesse, mais non seulement ça blesse, mais ça met le bazar pour plus tard. Hein. Parce que dans les disputes familiales qui ne manqueront pas, quand tu as eu un truc foireux, tu le rappelles, hein. Dis donc, tu te rappelles que voilà. Le garçon qui pose un geste trop loin, qui blesse la fille, ou pire, qui demande à la fille de poser un geste sur lui, qui est un truc humiliant, ça va pas, ça va pas. Mais jamais, mais refusez ça. La fille, il faut qu'elle dise non, mais le garçon, non, respecte. C'est comme une perle rare. Qu'est-ce qui va gâcher tout ça? Là, laisse tomber. Alors après, moi j'ai des récits, hein. La fille, elle se sent pas bien. Heureusement, il y a des filles vachement bien qui osent en parler, parce que c'est très important d'en parler. Donc elle va voir papa. Papa, mon copain, il m'a demandé de lui faire ça. Alors il m'a dit que c'était important pour l'amour, parce qu'on s'aime, blablabla. Et donc je l'ai fait. Le papa il fait donne-moi son adresse. Et là ça part en cacahuète. Eh bien oui, bien sûr. Et moi j'ai aussi connu des garçons sur lesquels des filles avaient posé des gestes que je ne qualifierai pas ici. Le garçon, il a accepté parce que, sur le coup, bêtement, il a trouvé ça sympa quand même, genre confort. Et puis après, il s'est dit, non mais ça va pas, attends, c'est pas dans le bon ordre, tout ça, enfin comment ça se fait que... Et ça l'a blessé dans sa masculinité, dans sa vérité. Et il y a des garçons, tous ceux qui m'en ont parlé, et ils sont dégoûtés. Et du coup, l'estime pour la fille. Alors la fille qui voulait, c'est pour accrocher le garçon. Les garçons, ils aiment la liberté. Hein. Tu l'accroches, il fait ça va pas. Et, voilà. Donc on se blesse profondément. Donc tous ces gestes, parce qu'en fait on vit dans un monde de pornographie répandue. Donc quand bien même vous ne regardez pas de pornographie, ce que je vous souhaite, parce que c'est de la mouise, et c'est des gens qui travaillent pour gagner des milliards d'euros sur vous, pour vous rendre addict à des trucs dégueulasses, pour vous rendre et pour vous choper, donc vous, vous résistez, ces trucs-là ça vaut rien, donc vous rejetez au caniveau, vous êtes solide, vous faites comme moi, vous mettez une application, moi j'ai une application, si jamais je regarde un mauvais truc, ça prévient 2 amis, là, donc voilà, ça envoie une image floutée, copie d'écran, voilà, donc voilà. Ou alors vous faites comme un ami a fait, où il a pris le téléphone, il l'a balancé à la mer, bon ça marche aussi, hein. En tout cas, vous êtes ferme, pas de trucs comme ça, mais à cause de l'ambiance générale, ça influe sur nous. Et ce qui fait que moi, je vois des gens vachement bien
Ils ont fait des bêtises, ils ont posé des gestes parce qu'ils n'étaient pas au courant. C'est pour ça que moi je vous le dis franchement. Voilà. Maintenant, les gestes, le geste par excellence qu'on appelle la question de la relation sexuelle. Ça, c'est le geste par excellence qui correspond, donner son corps dans une relation sexuelle, avec un rapport sexuel, ça veut dire je me donne à toi pour toujours. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un enfant. Un enfant, c'est pour toujours. Hein. Vous n'avez pas un enfant pour 1 ou 2 ans. Quoi, hein. Après, qu'est-ce qu'on en fout? Non, non, c'est pour toujours. Donc, lorsque vous avez une relation sexuelle, c'est-à-dire qu'avec le corps, vous exprimez physiquement quelque chose que vous pensez, qui veut dire du pour toujours. Ça veut dire que si vous couchez en dehors du mariage, vous êtes en flagrant délit de mensonge. Vous mentez. C'est un réel mensonge. Quand on ment à quelqu'un qu'on aime dès le départ, je ne vous explique même pas la situation au bout de 20 ans. Hein, le mensonge, c'est très grave. Donc on ne ment pas. J'ai dit un jour à quelqu'un, si tu couches avec quelqu'un, avec ta copine, avec ton copain avant le mariage, tu lui prouves que pour toi le mariage n'est pas important. Donc tu lui prouves que pour toi, coucher en dehors du mariage n'est pas un problème. Je ne t'explique même pas quand tu réfléchis à ça dans 15 ans. Je me rappelle qu'il est parti 4 mois là, à l'étranger. Attends, je me rappelle qu'il avait dit quoi? Coucher en dehors du mariage n'est pas un problème. Oula! Allô? Voilà. Non, en fait c'est stressant. Voilà. En fait, moi ce que j'ai dit à un groupe de jeunes qui était qui était là, il y avait des fiancés. Et un fiancé me dit, oui, mais quand même, ça va être long. C'est dommage qu'on ne puisse pas avant. Vous êtes sûr? J'ai dit, en fait, le mariage, c'est la fête pour les amis. La messe, c'est la fête pour Dieu. Et le don des corps, c'est la fête pour vous. Ça, c'est la fête intime. À chaque fois que vous allez vous unir, vous allez vous rappeler ce don définitif que vous avez fait l'un à l'autre le jour du mariage. Vous allez concrétiser ce que vous avez fait définitivement le jour du mariage. Ça, c'est extraordinaire. Et dans une grande liberté, parce que je me donne à toi pour toujours, je me suis donné. On n'est pas dans le stress. On n'est pas en train de se dire « j'espère que je vais être à la hauteur parce que sinon… Non, on est tranquille. Pour ça qu'il y a le voyage de noces qui prend du temps, voilà, on a le temps. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas coucher avant le mariage? Moi, je vous le dis franchement, tous ceux que j'ai vus, les couples qui sont restés chasses jusqu'au mariage, ils sont super contents. Ils sont ravis. Elle me dit « oh là là, je ne pensais pas que ça me rendrait si heureuse. Si j'avais su, j'aurais tenu. Mais ça a été dur, parce que je ne savais pas que je serais si heureuse. » Le garçon, lui, il fait « waouh, l'exploit! Oh, je suis trop fier de moi. J'ai prouvé à ma femme que je suis capable de te dire oh, je suis un guerrier. » Voilà. Alors, c'est génial. Alors, comment ça se fait qu'on couche comme ça? Il y a 2 catégories. Il y a le garçon ou la fille de passage. Alors, tu as des garçons comme ça, tu ne sais pas très bien pourquoi. Enfin, j'ai essayé de comprendre, j'ai pas tout compris. Ouais, j'aimerais bien coucher avec une fille. Il y a un garçon, je lui ai dit, mais attends, explique-moi pourquoi. Ah, parce que je voudrais me prouver à moi-même que je suis un mec, un vrai. Je lui ai dit, alors moi, je suis pas un vrai mec. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je dis, mais tu sais, moi, je connais plein de gens. Enfin, pas plein, faut pas exagérer, mais je connais quelques personnes gravement immatures. Mais grave immatures. Eh bien, eux, ça ne les dérange pas de coucher. En fait, quand tu es immature, tu couches à droite, à gauche sans problème, pour essayer de te prouver toi-même, machin. La personne mature, c'est celle qui a intégré sa sexualité, qui est capable de tenir. Donc moi j'ai dit au mec, mais quand tu auras couché avec une fille pour te prouver que tu es un homme, tu auras la preuve de quoi? Que tu es une grosse larve. C'est tout. Et qu'est-ce qu'ils font les mecs qui font une grosse larve? Ils se disent, merde, je voulais me prouver que j'étais un homme, et je suis qu'une grosse… Donc je vais essayer d'aligner les conquêtes.
Je connaissais, il comptait. Le mec, il met des marques sur son bras, là, et il dit, moi j'en ai fait, chut, donc je suis un mec. Mais non, t'es toujours une larve. Non, le gars solide, c'est quelqu'un qui gère sa sexualité, qui est capable de se donner, qui est solide. Et ça, c'est une confiance extraordinaire, et ça vaut de l'or. Toutes les filles, elles rêvent de ça. Elles n'arrivent pas. La fille, vous me contredisez, hein, mais si le mec, il arrive, tu sais chérie, j'ai de l'expérience, hein, tu seras ma 34e. Ça réjouit pas. Tu te dis pas, oh, quel mec, tu te dis, quelle larve. Ben, ça, c'est sûr. La fille, alors c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tellement pour prouver qu'elle est une fille, parce qu'elle est au courant quand même, elles sont plus douées les filles en général. Non, c'est pour se prouver elles-mêmes qu'elles sont aimables quelquefois. Ah, je voudrais me prouver quand même que je suis aimable, que je suis appréciable, voilà, me prouver que je suis capable d'être aimé. Alors, malheureusement, je vais vous dire, hein, ça prouve rien. Parce que le mec sur lequel vous êtes tombé, ça sera un mec pas sérieux, forcément, du coup. Et là, sinon, il vous dira, on va attendre le mariage. Donc, le gars, il voudra surtout coucher avec vous, c'est tout. Ça ne sera pas parce que ça prouvera rien, ça prouvera juste que... Voilà, il est un peu excité ce jour-là. Voilà. Donc, ça ne prouve rien. Alors moi, je vous dis, les garçons résistaient, les filles résistaient. Un petit exemple, parce qu'il n'y a rien de tel que les petits exemples pour essayer d'en... Quelquefois, j'ai des jeunes qui me disent, sortent de la conférence, ils font mon père, c'était bien. Hein. Vous m'avez pas convaincu, mais c'est bien. Non, alors, donc je remets des couches. Alors, une fille vient me voir un jour, elle me dit, moi... non, d'abord, simplement, à propos des filles et des garçons de passage, sachez que quand vous devez dire à l'autre personne que vous avez déjà eu une relation sexuelle, c'est pas facile. Les gens, ils vont vous dire, si, ça prouve, c'est naturel. Non, moi, le nom, j'ai eu un garçon qui est venu me voir, mon père, je viens vous voir en urgence. Je me fiance. Je dis, bravo, non, c'est pas la question. Ah. Non, j'ai déjà couché avec une fille, avant, une autre. J'ai déjà confessé, c'est pas la question. Je voudrais savoir si je le dis à ma fiancée ou pas. Elle dit, tu as deux solutions là, tu le dis ou tu le dis pas. Hein. Donc soit tu le dis et tu es franc, soit tu le dis pas et tu commences ton mariage sur un mensonge, ce qui est mal barré pour la suite. Il me regarde, il n'y a pas une autre solution. Non, vas-y là, si tu veux. Alors, un jour j'ai fait témoigner un jeune couple, ils avaient 6 ans de mariage, et c'était pour des jeunes, et je les ai chauffés un peu, parce que moi je connais les gens, ils ont peur de... C'est compliqué de témoigner, dire franchement les choses c'est compliqué. Donc là je les avais chauffés avant, je leur ai dit hey, vous y allez, on fait un truc croustillant. Alors, donc ils ont fait un truc plat, pendant 20 minutes je vous disais... Puis au bout de 20 minutes, elle fait chérie, on avait dit qu'on en parlerait. À ce moment-là, grand silence. Alors lui il prend le micro. Oui, en fait en préparant, on s'est dit qu'il fallait être franc avec vous et vous dire... Non mais c'est à toi d'en parler. La fille, elle prend le micro. Oui, voilà, donc moi en fait, j'ai connu un autre garçon avant. Voilà, bon, on a couché ensemble et... Alors à ce moment-là, lui, il reprend le micro. Bon, moi je suis catholique, j'ai pardonné, mais j'ai toujours les boules. Pour dire que c'est pas évident. Alors certains disent, non mais je comprends, non mais le discours de la Sainte Église sur ce sujet, c'est vrai. Non mais c'est un discours qui est logique. Faut pas que tout le monde... Non. Mais mon père, nous on s'aime. On s'aime. Et on va se marier. Et on va à la messe. Donc vous voyez, vous pouvez nous donner votre petite bénédiction là pour que... Non. Et pourquoi? Mon père, un peu avant, un peu après, c'est kiff-kiff. Ben non. Un jour, une fille vient me voir et elle me dit, moi, j'ai pas tellement réussi. Voilà, le garçon, la fille. J'ai expliqué au garçon que je veux rester chaste, pas coucher avant le mariage. Très net. Pour moi, c'est important. Un seul homme dans ma vie, mon mari. Mais bon, mon copain, il m'a dit, écoute, c'est super beau. Je respecte ton point de vue, mais moi je suis un garçon et c'est vraiment très important.
pour moi, de te montrer que je t'aime. C'est très, très important pour moi. Et donc, je respecte ton point de vue et toi, respecte le mien. Vous voyez la petite manipulation, là. Donc, elle était gentille, elle s'est fait avoir. Donc, ils ont couché ensemble. Et elle vient me voir, puis elle me dit, bah, moi, je voulais... j'ai des doutes sur ce garçon. Mais bon, j'ai couché avec lui. Moi, je suis pas du genre à coucher à droite à gauche. Donc, ce sera mon mari. Parce que moi, je suis pas du genre à... moi, je suis sérieux. Alors, moi, j'ai vu tout de suite le problème. Toi, t'es pas libre. Tu es en train de dire que tu sens qu'il y a des problèmes. Mais parce que tu as couché avec, tu vas l'épouser. Je dis, en plus, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il savait que tu voulais rester sage jusqu'au mariage, il n'a pas respecté ça. Un truc important comme ça, il ne respecte pas dès le début. Puis ce qui m'a inquiété, c'est le... Je me suis dit, mais le mec, il ne se maîtrise pas en plus. Oh là là. Et tu vas épouser ça? Je crois qu'elle l'a largué. Non, mais ça ne va pas. Alors, comment, une fois que... Alors, quand on est chaste et qu'on veut se garder jusqu'au mariage, on se prouve l'un à l'autre qu'on est capable d'attendre, que c'est l'autre qui importe, que c'est pas la relation sexuelle. Les relations sexuelles, c'est quelque chose de très fort, un langage très fort. Ça permet de discuter de plein d'autres petits points. C'est assez génial. Et c'est pour ça que je vous disais que ça donne un rayonnement particulier. Et je m'avais vu une émission un jour. Tout le monde se moquait des fiancés qui voulaient se garder jusqu'au mariage. Au début de l'émission, tout le monde s'en moquait. Et une fois qu'ils ont donné leur témoignage, à la fin, tout le monde a applaudi et tout le monde a trouvé ça génial. Et de fait, c'est super beau. Sauf l'animateur, il était dégoûté. Alors lui, il dit « Non, bah, merci pour votre témoignage. Bon, maintenant que l'émission est finie, ce soir, il faut fêter ça. Vous avez donné un beau témoignage, mais maintenant, hop, ce soir. » Alors le fiancé, il a dit, ben non, nous c'est un cadeau qu'on se fait pour le mariage. On se garde l'un pour l'autre. C'est un cadeau. C'est pas facile, mais c'est un cadeau. Et un cadeau, on l'ouvre pas avant le mariage. Alors tout le monde a applaudi. Maintenant, si jamais vous avez cet idéal, ce que je vous souhaite, d'ailleurs il y a beaucoup plus de gens qui ont cet idéal. Hein. Moi je connais plein de gens, ils racontent des carabistouilles. Hein. Après ils viennent voir en confession et disent... J'ai dit que j'avais couché à droite, à gauche, juste pour la fun. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc, voilà, les gens, ils se vendent des tas de trucs complètement faux. Bon, ça, il faut le savoir. Alors, si vous voulez garder ça, eh bien, il faut être prudent. Il faut être prudent. Ça veut dire qu'il y a des trucs de base. Il faut faire marcher un peu son intelligence. Un jour, deux jeunes viennent me voir. « Oh, nous, on est catholiques, on va faire un pèlerinage. » Ah, je dis, ah, c'est beau, vous y allez à plusieurs. Parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut partir à plusieurs. Ah non, on y va à deux. À deux? Ça s'appelle un voyage de noces. On y va à deux. Je dis, mais vous allez à l'hôtel, chacun sa chambre? Non, on va sous la tente. Ah, vous emmenez deux tentes, hein? Ah non, c'est trop lourd, on n'en emmène qu'une. Je dis, alors ne prenez qu'un seul sac de couchage. Oh mon père! Oh, comment imaginer? Sauf si vous êtes moches tous les deux. En général, si on s'aime. Donc, bah oui, il faut être prudent. Un jour, des fiancés viennent me voir. Je les avais préparés, donc j'avais tout dit, tous les arguments. Et là, ils viennent me voir et me disent c'est un peu chaud en ce moment, on risque de craquer avant le mariage, on a besoin de votre aide. C'est pas évident, parce que moi, j'avais tiré toutes mes cartouches, hein, tous mes arguments, j'avais déjà tout dit, quoi. Et ils arrivent, je lui dis, qu'est-ce que je vais dire? Ils me disent, alors mon père, en fait, asseyez-vous. On va parler devant vous, on vous prend un témoin, vous n'avez rien à dire. Je dis, ah c'est moderne, bon. Alors, lui, il dit, alors en fait, nous, voilà, on allait... c'est elle qui commence. Elle allait dîner chez lui de temps en temps. Préférer le déjeuner. Hein. Il vaut mieux aller au resto, d'ailleurs. Mais enfin bon, elle allait dîner chez lui. Mais comme il était tard le soir... Elle ne pouvait pas rentrer, prudence oblige. Donc elle restait couchée. Alors, donc elle dit, et donc c'était sur le point de craquer. Donc elle dit, je m'engage à ne plus venir dîner chez toi le soir. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il ne fallait pas dîner. Bien. Et lui il dit, alors moi je m'engage
Alors lui, il venait dîner, donc lui, il pouvait repartir. Et lui, il dit, moi, je m'engage à partir juste après le dîner, enfin, juste après la vaisselle, et de ne pas attendre, je me promets de ne plus attendre que tu te couches pour venir dans ta chambre te faire le petit bisou du soir. Et là, le petit bisou du soir, je vous le mime. Il était chaud, le bisou. Alors, eh ben oui, il fallait être prudent. Prudence. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une règle qu'on disait autrefois et qui est très importante, c'est la règle du paillasson. Tu raccompagnes un garçon, tu raccompagnes une fille, et on s'arrête sur le paillasson. Oh, tu rentreras bien prendre une tisane si tu me la portes sur le paillasson. Non, alors, il faut être prudent et avoir les idées claires. Voilà. D'accord? Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé le temps et je laisse la parole au père Tanguy.